les internautes lectrices et les internautes lecteurs. Je suis ravie de vous souhaiter une belle et une heureuse année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que celle de l'année dernière. En tout cas, dans le domaine de la lecture, je vous souhaite beaucoup de frissons, beaucoup de terreur, mais aussi beaucoup d'émotions, des voyages livresques à n'en plus finir, de l'imaginaire, bref, tout ce qui va pouvoir nous aider à passer cette année-là au mieux. Je vais maintenant vous présenter, vous faire un petit bilan lecture de ce que j'ai pu découvrir sur le mois de janvier. J'ai eu un petit peu de tout. J'ai eu un flop et j'ai eu un top que j'ai terminé ce week-end, que j'ai adoré. Donc je vais vous dire ça tout de suite en commençant par le premier roman. Je commence donc avec Les 10 vœux d'Alfred de Maud Miami. Alors, dans Les 10 vœux d'Alfred de Maud Miami, vous allez découvrir un petit garçon qui a 9 ans et qui s'appelle Alfred. Et Alfred, pour ses 10 ans, donc qui viendront dans quelques mois, a décidé de réaliser une dizaine de vœux. Et pour cela, il va demander à son vénérable papy de l'aider. Quand le papy va voir les vœux, ça risque de se compliquer un petit peu. Alors, ces deux personnages vivent en Bretagne, dans un tout petit village où tout le monde se connaît, où il y a des embrouilles, mais il y a aussi des moments où on trinque pas mal, surtout avec un alcool qu'ils appellent la trousse-pignole, que le petit Alfred n'a pas le droit de goûter d'ailleurs. Enfin, vous allez voir, c'est drôle, c'est attendrissant, c'est idéal pour un petit coup de blues. Voilà, c'est Les 10 vœux d'Alfred, ça se lit très rapidement. Les personnages parfois sont un petit peu détestables, mais quand même, on s'y attache. C'est vraiment sympathique. C'est une petite histoire dans cette petite bourgade entre tous ces petits voisins, ces familles. On apprend plein de choses de ce qui se passe entre eux et tout. C'est vraiment très agréable, très très agréable à lire. C'est très facile à lire. Je vous le recommande. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un petit coup de blues, c'est parfait. Donc, Les 10 vœux d'Alfred de Maud Miami. Pour mon deuxième roman, je vous propose de voyager avec Nicolas Vanier dans l'Odyssée blanche. Alors, Nicolas Vanier, c'est un musher. Il a toute une ribambelle de chiens et il décide de parcourir le Grand Nord, c'est-à-dire 8600 km. C'est une aventure fantastique. J'ai beaucoup aimé ce voyage. Mais à un moment donné, je me suis demandé quand même s'il avait bien préparé son voyage. Parce que quand on voit les embrouilles qui leur arrivent, toutes ces difficultés qu'ils vont rencontrer, ces obstacles, un peu par manque de préparation pour l'équipe, on peut se dire que ils ont quand même eu beaucoup de chance et une bonne étoile hein, pour réussir à faire ce challenge. Mais c'est une belle histoire, c'est une histoire vraie bien évidemment. Donc c'est raconté par Nicolas Vanier lui-même. Ça fait un peu comme un journal de bord, hein, quelque part. C'est très intéressant de voir un peu les conditions dans lesquelles ils ont fait ce voyage-là. Alors on est par moins 55 degrés quand même. Il y a des motoneiges, plus le traîneau de chien. Hein, donc j'ai rencontré des difficultés auxquelles j'ai enfin, j'ai eu beaucoup de mal à les imaginer, ces difficultés-là. Pourtant, elles sont quand même très bien décrites par Nicolas et par son équipe. Ce que je pourrais vous en dire, ben c'est ça, c'est un petit voyage dans le froid, dans la neige. Alors c'est un peu la période, donc du coup, vous n'allez pas avoir de mal de vous mettre dedans, hein, si vous le lisez là maintenant. Un petit roman sur la nature, le rapport entre un homme et ses chiens, et puis entre une équipe aussi qui s'est un petit peu construite sur le tas pour faire ce fabuleux défi. Ça s'appelle L'Odyssée blanche, Nicolas Vanier, histoire de voyager un peu au frais. Je change de registre là avec ce petit roman que j'ai découvert et qui pourtant date pas d'hier. Hein. Il date de 1986, il a été réédité plusieurs fois et ça s'intitule Ripley de Ken Grimwood. Alors là, on est dans un science-fiction fantastique en fait. Mais c'est pas un énorme science-fiction fantastique, c'est un petit point de détail qui fait toute l'histoire. C'est un homme de 43 ans qui est à son travail, il est à son bureau et il est au téléphone avec sa femme. Et tout à coup, il fait une crise cardiaque. Il s'effondre sur le bureau et il meurt. Il se voit mourir et tout à coup, il se voit
revivre. Mais pas là où il était, non. 25 ans en arrière. 25 ans en arrière, dans son corps de jeune homme de 18 ans, dans la résidence universitaire où il logeait avec un colocataire, et donc avec tous ses souvenirs des 25 ans qui vont venir. Voilà, alors ça c'est un thème qu'on a déjà entendu, qu'on a déjà vu, que ce soit dans des films ou dans des livres, mais là, en 86, c'est quand même assez innovant. Et ce bouquin n'a absolument pas vieilli. Dans la façon dont il est construit et la manière dont c'est raconté, ces espèces de boucles incessantes de retour en arrière, parce qu'en fait, il revient dans son corps de 18 ans, il va refaire 25 ans, il va mourir le même jour à la même heure, à nouveau, et revenir à nouveau 25 ans en arrière, mais avec un petit décalage quand même, en mois ou en semaines, je crois. Et puis il va refaire 25 ans, et il va revenir à nouveau en arrière, avec à nouveau un petit décalage. Et voilà, et on va vivre donc ces 25 ans à chaque fois. Alors on va se dire que ça doit être lassant au bout d'un moment. Pas du tout, parce qu'évidemment, les 25 ans vont jamais se passer de la même manière. Il ne va pas du tout les approcher de la même manière. Déjà, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive, mais il va avoir du temps pour réfléchir à 25 ans à chaque fois. Vous imaginez le nombre de vies qu'il peut vivre à 25 ans, plus 25 ans, plus 25 ans, vous imaginez? Ce qui est extraordinaire dans ce bouquin, en fait, c'est que cette histoire-là, elle va nous ouvrir un peu les yeux sur le sens de la vie, déjà, sur les choix qu'on peut faire dans sa vie et les répercussions, les conséquences, bien évidemment, qu'il faut assumer derrière. Et aussi, et ça c'est aussi flagrant, sur la perte et quand le fait de conscientiser quelque chose qu'on a perdu et on sait qu'on ne le retrouvera jamais. C'est assez fort cette idée-là dans le bouquin aussi. Donc c'est vraiment, moi le personnage, je me suis vraiment bien attachée. C'est vraiment tout un ensemble de choses, hein. L'histoire, le personnage, les différentes possibilités qu'il va rencontrer et ses choix, ses désillusions, ses espoirs, etc. On est vraiment dedans. Enfin, moi, j'ai vraiment été plongée dedans. J'ai vraiment été collée à ce personnage-là et à respirer comme il respire. Vraiment, c'est à lire. C'est vraiment un livre à lire. Même si on n'aime pas le fantastique, je pense que ça va bien au-delà de ce thème de fantastique. Voilà, c'est un ressenti, c'est une personne qui vit des choses et on part vraiment sur le sens de la vie. Voilà, c'est vraiment tout à fait ça. Voilà, c'est donc Ken Greenwood, Ripley. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. Alors, je vais pouvoir vous parler maintenant du dernier roman de Maxime Chatham, L'illusion. Alors pour moi, c'était plutôt la désillusion, malheureusement. J'aime beaucoup Maxime Chatham, j'ai lu pas mal de romans de lui, j'ai beaucoup aimé sa saga Autre Monde, qui a un style assez particulier parce que c'est proche c'est du fantastique, post-apocalyptique, mais c'est une quête, etc. On retrouve un peu le côté aussi de la quête dans les fantaisies. J'ai vraiment aimé, il y a quand même 7 tomes et je les ai adorés. J'ai lu la trilogie du mal avec Je suis à Brodelin, donc qui est, je sais plus, détective enquêteur ou je sais plus exactement, mais c'était un thriller avec serial killer, c'était superbement bien fait et je dois dire que j'ai eu des nuits assez perturbées à cause de la trilogie du mal. J'ai lu Le Signal, où là il va carrément dans le fantastique à la façon un petit peu du Stephen King. Et j'avais bien aimé, alors c'est pas du Stephen King certes, mais j'avais bien aimé parce qu'il y avait ce petit côté de la ville avec ses habitants, le truc un peu bizarre, fantastique. C'est vraiment un petit peu les mêmes codes un petit peu que Stephen King. Et j'ai trouvé que ça passait bien. En tout cas, moi, je l'avais bien apprécié. Il avait été critiqué, mais moi, j'avais bien aimé. Donc, je trouvais que Maxime Chatham, il avait une palette de possibilités dans ses romans qui fait qu'il est capable d'écrire sur des tas de thèmes. Je trouvais ça vraiment génial. J'ai lu Insecte aussi, juste avant Illusion, il y a eu Insecte, que j'avais bien aimé aussi, j'avais bien aimé la fin. Et ouais, c'était pas un gros coup de cœur, mais voilà, j'avais bien aimé. Et puis j'ai lu celui-là. Et alors là, grosse déception. Déjà, les 200 premières pages, je me suis ennuyée. Donc c'est un jeune homme qui s'appelle je ne sais, Hugo, voilà, c'est Hugo. Hugo,
vient de se faire plaquer par sa copine, donc 7 ans qu'ils sont ensemble, et bien voilà, il a du mal à s'en remettre, et il décide de quitter sa petite ville, enfin sa grosse ville même, pour aller à Valkyrios. Valkyrios, il a trouvé un emploi là-bas. Valkyrios, c'est une station de ski, et c'est un emploi juste pendant la période d'été où il ne se passe rien, il faut juste s'occuper de cette station-là, et il y a une petite équipe, une dizaine de personnes, qui sera logée et nourrie là, dans cette station, pour s'occuper de la station, et ils sont complètement isolés. Alors là, on plonge tout de suite un petit peu sur le côté Shining, avec l'hôtel Overlook. Sauf que c'est pas juste une famille, c'est plusieurs personnes. C'est pas en plein hiver, c'est en été. Mais on a les mêmes codes. Et surtout, Maxime Chatham lui-même fait des références à Shining, complètement assumées, et je trouve ça très bien, puisque voilà, personnage et un personnage, ça se passe à notre époque quand même, donc effectivement, Shining, si on est cohérent, il connaît, même si ça reste du fantastique ou pas, d'ailleurs. Donc voilà, donc du coup, c'est bien, c'est assumé, mais ça n'empêche pas que je me suis quand même ennuyée pendant 200 pages. Alors le personnage va vivre des hallucinations, des choses qui sont censées vous rendre angoissé un petit peu, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Il y a une disparition à un moment donné, et cette disparition, évidemment, bah, on va se demander si est-ce qu'elle a vraiment disparu ou pas, est-ce qu'il y a un complot dans cette équipe quelque part, enfin voilà, il va y avoir des tas de choses qui vont se mettre en place. Et pourtant, moi, il m'a manqué quand même des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus solides pour vraiment avoir des doutes euh, sur ce qui se passe, quoi. On va plonger entre est-ce que c'est du fantastique ou est-ce que c'est pas du fantastique. Ok. Dans la secte, c'était déjà aussi un petit peu comme ça. Dans un secte, c'était un petit peu comme ça aussi. Mais je trouvais que il y avait plus matière à se poser des questions. Là, il y a bah, moi, j'ai pas eu trop à me poser des questions. J'arrivais pas à croire du tout une seule fois au fantastique du bouquin. Donc du coup, j'étais un petit peu gênée. Alors, on va découvrir donc la station qui est en forme de A, comme ça, avec ses bâtiments. Et puis un peu plus loin, dans la forêt, les montagnes, on s'est entouré de montagnes et de forêts, il y a un vieux manoir. Et on va apprendre que dans ce manoir se trouve le propriétaire de la station de ski. Et il va y avoir un très gros mystère autour de ce vieux propriétaire. Un mystère qui est censé nous glacer le sang. Mais ça m'a pas glacé le sang non plus du tout. Alors, je sais pas. Je crois qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que trop de choses étaient mélangées. Alors après, avec une fin qui est complètement inattendue, évidemment. Euh, j'ai, j'ai pas trouvé que les liens du début à la fin étaient cohérents. J'ai pas trouvé de cohérence dans les différentes idées qui étaient exploitées. Les idées prises seules sont de très bonnes idées. Mais je sais pas comment, je sais pas pourquoi Chatham est parti là-dessus. J'ai trouvé que c'était trop superficiel finalement. Et à la fin, en plus, dans les 50 dernières pages, là, il y a plein d'informations, toutes données d'un coup. Je sais pas, vraiment, ça m'a déçu, quoi. Ça m'a déçu parce que ça m'a pas du tout embarqué, ça m'a pas du tout emporté. Alors, je sais qu'il a beaucoup plu à certaines personnes. Certains ont trouvé que c'était le Maxime Chatham de ses débuts. Alors, je peux pas dire, je sais pas quels sont ses débuts parce que j'ai pas encore tout lu de Chatham. Et puis parce que quand on les lit pas tous dans l'ordre, bah effectivement, on voit peut-être pas la même évolution. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que par rapport à ce que j'ai lu jusqu'à présent, moi j'ai trouvé que celui-ci, ben, j'arrivais pas finalement à rentrer dans une des catégories qu'il avait pu faire jusqu'à présent, et surtout, j'ai pas réussi à trouver de plaisir dans cette lecture. Donc voilà, j'ai peut-être passé à côté, j'en sais rien, mais voilà, c'est mon avis. Lisez-le si vous voulez vous faire un avis, hein, voilà. Si vous voulez découvrir Maxime Chatham, par contre, ben, je vous le conseillerais pas, hein, je pense pas que, non, je crois pas qu'il faille découvrir Maxime Chatham avec l'illusion. Je pense qu'il a écrit plein de belles choses dans des thèmes bien particuliers pour le découvrir. Puis ma foi, celui-ci bah, va vous faire une idée ensuite, quoi. Oui, pourquoi pas. Voilà, j'étais un petit peu déçue, c'est mon flop de ce mois de janvier, même si le mois de janvier n'est pas encore tout à fait terminé. Bon, pour l'instant, voilà, ce sera Maxime Chatham dans mon flop. Je change complètement de catégorie, et là je vous présente un livre parfait pour faire fonctionner les zygomatiques. Parce qu'avec ce livre-là, je peux vous assurer que vous allez vous marrer. En tout cas, moi, j'ai ri. Mais alors, j'ai ri. Les dialogues sont succulents. C'est absolument drôle. C'est marrant.
Ouais, c'est un bon moment de détente, vraiment. Ça se lit vraiment très facilement aussi. C'est un petit pocket, hein. C'est, euh, c'est drôle, c'est hilarant. Je sais même pas quoi dire tellement il y a rien à dire. Il y a juste à rire, quoi, en fait. Alors l'histoire, c'est un patron d'entreprise, une grosse entreprise britannique, qui décide de tout plaquer. Il va laisser son assistante prendre les rênes de l'entreprise. Et lui, comme il est assez âgé déjà, hein, il a passé la retraite quand même, mais même en étant patron d'entreprise, il décide finalement de devenir majordome en France dans un gros manoir bourgeois au service d'une femme qui est veuve, et c'est son meilleur ami qui lui a trouvé cet emploi. Et donc, il part là-bas en France, il va rencontrer la cuisinière qui est au service de la veuve, il va rencontrer la femme de ménage et le régisseur. Et il va y avoir plein de situations cocasses, plein de dialogues très drôles, parce que on a quand même un Britannique dans une maisonnée française, avec des gens bien français, tels que le régisseur, la cuisinière, enfin, on arrive à des situations et des dialogues qui sont vraiment très drôles. Moi, j'ai passé un bon moment avec ce roman, donc c'est complètement cramé de Gilles Le Gardinier. C'est la première fois que je lis un roman de Gilles Le Gardinier, donc j'ai fait réserver des livres de Gilles Le Gardinier à ma bibliothèque parce que je pense que je vais en lire d'autres, parce que rire, ça fait quand même du bien et je pense qu'on en a besoin en ce moment. Donc voilà, j'avais beaucoup entendu parler de ces romans à lui, comme quoi c'était vraiment des romans de bonne humeur. Bah, je confirme, c'est vraiment des romans de bonne humeur. Voilà, moi ça m'a fait vraiment rire. C'est léger, mais ça fait du bien un petit peu de pas se prendre au sérieux, de rigoler, puis de voir un petit peu ce qu'on peut, bah, des situations qui sont amusantes, quoi. Voilà, voilà, de très bons dialogues. Moi, je vous le conseille si vous avez envie de rire un peu. Ça s'appelle Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Le tout premier roman de Guillaume Musso, réédité, qui s'appelle donc Ski d'Amarinck. Alors, cette lecture, qu'est-ce que je pourrais en dire? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que ça se lit facilement. Après, c'est Guillaume Musso. Guillaume Musso, c'est très facile à lire. Et puis, voilà, c'est assez agréable hein, pour qui aime un petit peu les histoires qu'on peut lire sur la plage. Alors, il va pas me laisser un souvenir impérissable. Les personnages non plus, je me suis pas trop attachée aux personnages. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est le côté énigmes qui sont relancés, et puis hop, on trouve quelque chose, et hop, il y a encore autre chose. Voilà, c'est ça que j'ai aimé. Ce côté un peu énigme, cette quête, cette poursuite qu'ils étaient en train de faire, c'est les quatre protagonistes, là. Donc, c'est quatre personnages qui vont recevoir un morceau de la Joconde. La Joconde a été volée. Et ils vont recevoir un morceau de la Joconde et avoir un rendez-vous mystérieux dans une église en Italie. Et à partir de là, donc ils vont se rencontrer tous les quatre, ils se connaissent pas du tout, mais à partir de là, ils vont bien voir qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles et qui veut essayer de leur faire faire quelque chose. Et donc quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, voilà, ils se rendent vite compte que la personne qui est derrière tout ça, ou les personnes qui sont derrière tout ça, parce que c'est un groupe, etc., va avoir une sorte de critique vis-à-vis du libéralisme, de l'individualisme, de la science un peu au service des riches, quoi, de l'élite, ou de la démocratie qui, dit en passant, n'existe peut-être plus finalement. Hein, puisque pour les élections, les gens ne s'intéressent plus à la politique, donc ne votent plus. Donc seuls ceux qui ont des intérêts financiers vont peut-être enfin, la démocratie va appartenir à certaines personnes seulement. Enfin voilà, il y a toutes des idées comme ça que Musso a mis dans ce livre. Et puis les protagonistes essayent de nous faire passer un petit peu. Donc voilà, un peu de réflexion. Bon, ça va pas trop loin, mais bon, c'est assez intéressant quand même. Ça repose sur quelque chose en tout cas. Et alors par contre, il y a eu des actions assez violentes. Hein, je voyais pas l'intérêt. Mais à un moment donné, on va voir un serial killer dedans, que ces protagonistes vont rencontrer. Et je vois pas l'intérêt dans l'histoire. Pour moi, ça apporte pas grand-chose. Donc voilà. Mais bon, ça reste, voilà, c'est un des premiers Musso. Bon, je le trouve encore assez bien construit. Il se lit facilement. Il est pas mal. Bon,
Ça vaut pas le Musso que j'ai préféré qui est Central Park. Ça restera mon Musso préféré à moi. Après, les autres, je les ai beaucoup oubliés en fait. C'est un peu le problème de Musso, c'est que je lis, c'est agréable, oui, ça fait passer un bon moment, mais je les oublie vite. J'oublie vite les histoires. Voilà. Donc celui-là, je pense que je l'oublierai aussi, mais il se lit bien. Voilà, c'était donc Skidamarinck de Guillaume Musso. Je vais vous parler maintenant du coup de cœur de ce mois de janvier. C'est Contagion de Lawrence Wright. Je pense que je prononce bien, hein, Lawrence, ça peut être un homme. Alors, sur cette couverture, on voit cette petite phrase d'accroche là en dessous qui est un virus mortel, un monde confiné, le thriller qui avait tout prévu. Alors, ce bouquin-là, effectivement, j'en ai beaucoup entendu parler, comme quoi c'était un bouquin prophétique. Voilà, il a été écrit avant la crise du coronavirus. Donc, du coup, bah, on se dit que, ouais, effectivement, le type, il avait bien tout prévu. Alors, je voulais voir si c'était vrai. Et j'ai lu donc ce livre. Et effectivement, toute la première partie du livre, donc les deux premières parties qui représentent la moitié du livre, on va parler de cette contagion, un virus mortel. Il est en train de se répandre sur la planète. Et alors, on va découvrir effectivement, l'auteur décrit un peu ce qu'on a découvert chez nous aussi, c'est-à-dire déjà la contagion en elle-même, hein, ceux qui, par exemple, vous savez que nous, on a eu des médecins qui sont décédés malheureusement du coronavirus en voulant soigner des patients âgés atteints du coronavirus et qui l'ont attrapé à leur tour au tout début de la pandémie lors de la première vague. Ici aussi, on va découvrir ça. Ça va arriver, notamment avec un personnage politique, un maire ou une mairesse, qui va s'occuper des sans-abri de sa ville et qui malheureusement va mourir du virus, puisqu'elle va l'attraper dans ces conditions-là. On va découvrir aussi les manques de moyens des hôpitaux qui, pendant longtemps, ont été un petit peu invisibles et maintenant on leur demande tout alors qu'ils n'ont pas les moyens pour sauver tout le monde. On connaît ça aussi dans la réalité. On va avoir aussi les phénomènes deuxième vague qui devraient arriver. La deuxième vague, elle va venir. Et là, on se rend compte que, waouh, il a écrit ça juste avant. Et effectivement, nous aussi, on a vu que finalement, les deuxièmes vagues dans une pandémie, c'est peut-être quelque chose de logique, en tout cas, qui est assez cohérent dans le schéma d'une pandémie. Et c'est ça qui est bien dans ce bouquin, c'est que dans toute cette première partie, on retrouve un petit peu le côté sociologique aussi, hein, des réactions, la réaction des gens par rapport aux pandémies, et notamment les réactions des complotistes, avec ce qui se passe sur Internet, sur le fait qu'on dit aux gens de rester chez eux et qu'ils sont tous dans la rue à râler parce qu'ils n'ont pas eu de masque, ou parce qu'ils ne veulent pas mettre les masques. Ça, c'est notre réalité, mais on verra tout de suite aussi que là aussi, il y a des choses qui ne vont pas. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est assez troublant. Alors heureusement, on n'en est pas au niveau du livre, parce que là, c'est très mortel, très contagieux. Heureusement, le corona n'est pas aussi mortel que ça, pour nous en tout cas. Mais ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est toute la partie scientifique, c'est-à-dire l'étude des vaccins, les virus en eux-mêmes, et surtout l'histoire des pandémies, tout ce qu'il y a pu y avoir dans les années, voilà, avec la grippe espagnole, mais aussi d'autres pandémies telles que Ebola, enfin, Ebola n'a pas fait de pandémie, mais c'est une épidémie, Ebola, etc. Enfin, les différents virus qui ont été découverts par nos scientifiques et qui peuvent remonter à très loin, et le virus de la grippe et les ancêtres du virus de la grippe, etc. Donc du coup, on découvre vraiment des choses très très intéressantes, c'est très très bien écrit, et pendant toute cette première partie, je me suis pas ennuyée du tout. Et ça m'a pas foutu plus le bourdon que ça par rapport à notre situation actuelle, puisque je sais que certains ne veulent pas lire ça à cause de ce qu'on vit actuellement. Moi, ça m'a pas dérangé du tout. Au contraire, j'ai même apprécié cette lecture. Ensuite, le roman va reprendre un petit peu sa place, parce qu'il a quand même été écrit avant la pandémie, et l'auteur a voulu quand même faire passer les choses dans son roman. Il n'a pas voulu parler d'une pandémie avec un virus. Et effectivement, dans ce roman, on va retrouver à un moment donné la fiction. La fiction va reprendre toute sa place. Et on va être dans une fiction qui va mêler la puissance américaine et la Russie. Donc ces deux puissances qui vont s'affronter autour d'une guerre. Parallèlement, donc ce jeu de pouvoir, parallèlement à cette contamination mortelle qui est en train d'envahir la planète entière. Donc, on va vraiment être
plongé dans cette espèce de marasme et ce chaos total, le chaos lié à ce problème sanitaire, mais le chaos lié aussi à la sécurité des gens par rapport à cette guerre, à cette lutte de pouvoir. On va se retrouver vraiment dans du post-apocalyptique à fond. Alors on va suivre, dans cette histoire, on va suivre un épidémiologiste de l'OMS, qui bien évidemment va être tout de suite sur les rangs par rapport à ce nouveau virus qui vient d'arriver. Il va devoir se rendre dans un camp en Indonésie pour essayer d'étudier ce nouveau virus. Et puis, il va essayer d'empêcher la propagation de ce virus par un patient qui a été détecté atteint de ce virus et qui va à la Mecque au moment, vous savez, du grand pèlerinage. Donc, il faut absolument l'empêcher. Évidemment, ça ne va pas marcher et on va avoir une pandémie mondiale. Plus, en parallèle, cette histoire d'opposition entre les Russes, les Américains et le Golfe, donc l'Arabie Saoudite. Et en plus, la Mecque, ça se passe quand même là-bas. Donc voilà, donc tout va être mélangé. Et on va se retrouver dans des situations absolument terribles pour cet épidémiologiste et pour sa famille. Parce qu'en fait, il a une famille aussi, une femme et 2 enfants. Et on va suivre aussi ce qui se passe pour sa femme et ses 2 enfants dont il va être séparé. Tout le temps, il va devoir enquêter et où il va se retrouver même en quarantaine à un moment donné en Arabie Saoudite parce que pandémie, quarantaine. Donc c'est absolument terrifiant, ça c'est sûr, mais j'ai adoré parce que c'est haletant. Enfin, j'ai vraiment envie de savoir et de continuer et de tourner la page à chaque chapitre pour voir l'issue finale, pour comprendre aussi qui était à l'origine finalement de tout ça, parce qu'on voit bien cette espèce de guerre entre les États-Unis et la Russie. Et du coup, la question va se poser de savoir, est-ce que ce virus n'est pas finalement un début d'une guerre bactériologique, biologique? Est-ce que les Russes n'auraient pas créé ce virus? Ça va être toute une question aussi, ça. Ou est-ce qu'il est naturel? Alors je ne vous le dis pas, vous le saurez à la fin, et on le sait à la toute fin. C'est super bien mené, moi j'ai adoré, j'ai pas lâché ce bouquin, j'ai adoré, voilà. Pour moi c'est un super bouquin. Alors, au-delà du côté prophétique lié à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, non, je pense qu'il faut aussi le voir comme un vrai bouquin post-apocalyptique, où il y a une pandémie, où il y a des conflits entre 2 grandes puissances. Alors, on ne parle pas beaucoup de l'Europe, ça c'est clair que la France, on n'en entend pas parler, sauf à un moment donné en disant qu'on est complètement sous la pandémie. Mais voilà, on parle surtout, voilà, c'est un roman pro-américain, il parle vraiment de l'Amérique, de la puissance américaine. Alors bizarrement, ce roman ne donne pas le nom du président américain. En revanche, le russe, c'est Vladimir Poutine. Et donc, c'est le méchant. C'est clair, dans ce roman-là, on y a droit. Enfin, je veux dire, si vous détestez ce genre de schéma, ce genre de symbolisme, fuyez, parce que ça ne va pas vous plaire. Mais voilà, on est vraiment dans l'aventure américaine, le truc pro-américain. Je crois que j'avais vu qu'il y avait des droits. Oui, voilà, Ridley Scott travaille actuellement à l'adaptation cinématographique. Je pense qu'effectivement, ça peut faire une très bonne aventure à l'américaine, un très bon blockbuster américain, sans problème. Si c'est bien fait, ça peut être un bon film spectaculaire, quoi. Voilà. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Voilà, ça s'est bien passé. J'ai vraiment beaucoup aimé le côté historique sur les virus, parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. J'ai été faire des recherches quand même par rapport à tout ce qu'il raconte sur Google, notamment sur ce qui se passe à la Mecque, etc. Parce qu'en fait, à la Mecque, pendant le pèlerinage, il se passe des choses terribles au niveau des maladies, des transmissions de maladies, des morts, etc. Je me suis dit, il doit être tiré quand même. Et en fait, non, on a recherché sur Google, effectivement, on a beaucoup d'épisodes comme ça, assez terrifiants pendant les pèlerinages. Donc voilà, c'est vraiment bien documenté sur toute cette première partie. Et la deuxième, je vous dis, on se retrouve plus dans le côté un petit peu manigance entre les Américains contre les Russes contre les Américains. J'ai bien aimé. C'est donc Contagion de Lawrence Wright. C'est mon dernier bouquin à vous présenter. Si vous aimez les bonnes grosses aventures post-apocalyptiques, je vous le conseille. Mon bilan lecture pour ce début du mois de janvier se termine. J'espère vous avoir donné quelques idées de lecture pour les mois qui viennent. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu,
à vous abonner si vous voulez être prévenu de mes prochaines vidéos. Je pense que j'en referai une d'ici 10 ou 15 jours pour les lectures qui arrivent très bientôt. Parce que j'ai encore pas mal de lectures à faire. Il y en a encore beaucoup derrière moi là, à lire. Et puis, en attendant, je vous souhaite à vous de bons voyages livresques, beaucoup d'aventures. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!